Et comment, ça va? À Los Angeles, Neil entre à l'hôpital et traverse plusieurs couloirs jusqu'à trouver la porte de derrière. Comme il porte un uniforme, personne ne se méfie de rien. En sortant, il vole une des ambulances. Chez un fournisseur de matériaux de construction, Chris achète plusieurs charges explosives. Au centre-ville, Michael cherche Wayne Gros avec une dépanneuse volée. Trejo suit un fourgon blindé et prévient les autres pour confirmer sa position. Chris rejoint Neil dans l'ambulance et les 5 voleurs mettent des masques pour cacher leur visage. Neil arrête l'ambulance au milieu de la rue pour forcer le fourgon blindé à s'arrêter également. Alors, la dépanneuse percute le véhicule, le faisant se renverser. Le fourgon blindé finit par percuter plusieurs véhicules sur le parking d'un concessionnaire. Pendant que l'un des gardes demande de l'aide par radio, le groupe utilise les explosifs pour faire sauter la porte arrière blindée, ce qui fait également exploser les vitres des voitures environnantes. Ils font sortir les 3 gardes et Chris commence à fouiller les enveloppes dans le coffre-fort jusqu'à trouver ce qu'il cherche. Sachant que la police est en route, Trejo place une herse sur la route. Wayne Gros s'énerve contre les gardes parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger, sans se rendre compte qu'ils sont sourds et étourdis par l'explosion. Finalement, il perd le contrôle et tire une balle dans la tête de l'un des gardes. Un autre garde essaie de prendre son arme, mais Wayne Gros l'abat. Ensuite, il vise le 3e et après un signe d'approbation d'un collègue, le tue également. Dès que Chris trouve la bonne enveloppe, le groupe se précipite dans l'ambulance. Pendant que Trejo conduit, tout le monde se change à l'arrière. Bientôt, la police arrive et tente de les poursuivre. Mais les premières voitures crèvent leurs pneus sur la herse et ont des accidents bloquant les autres véhicules. Pendant que les policiers fouillent la zone à pied, le groupe abandonne l'ambulance à quelques pâtés de maisons de là, laissant une bombe dans le compartiment arrière. Ils s'enfuient dans une autre voiture pendant que la bombe explose, détruisant leurs armes et leur équipement. La nuit, Neil rencontre Nate, son spécialiste en blanchiment d'argent. Dans l'enveloppe volée, il trouve des centaines de millions en obligations aux porteurs d'une société nommée Malibu Equity and Investment. Cette société appartient à l'homme d'affaires corrompu Roger Van Zandt. Le plan est de faire en sorte que Roger paye une grosse somme pour récupérer ses obligations. Nate parle aussi à Neil d'un travail à 10 millions de dollars proposé par un homme nommé Kelso et Neil décide d'organiser une rencontre avec lui. Pendant ce temps, le détective Vincent arrive sur les lieux du braquage et rejoint son équipe à la recherche d'indices. Ils ont déjà localisé tous les véhicules dans le système et savent d'où ils ont été volés, mais ils n'ont plus aucune piste concrète. Un sans-abri a entendu les voleurs crier et a réussi à identifier le surnom Slick être utilisé, mais n'a vu aucun visage. En suivant les débris de la scène, Vincent reconstitue rapidement ce qui s'est passé et conclut qu'il a affaire à des professionnels. Dans un dîner en bord de route, Neil rejoint le groupe pour un repas. Wayne Gros tente de justifier le meurtre des gardes, mais Neil lui frappe la tête contre la table, expliquant que tuer des officiers entraîne des enquêtes plus approfondies. Ils sortent ensuite et Neil continue de passer Wayne Gros à tabac, allant jusqu'à sortir son arme pour le tuer. Cependant, il doit s'arrêter quand il voit une voiture de police passer. Le groupe attend que le véhicule s'en aille, mais quand il se retourne, il réalise que Wayne Gros a disparu. Il cherche dans toute la zone sans succès. Quand Chris rentre chez lui, sa femme Charlene se rend compte que l'argent qu'il a ramené du braquage n'est pas ce qu'il avait promis. Une dispute éclate jusqu'à ce que Chris casse quelques objets et révèle qu'il a utilisé une partie de l'argent pour payer des dettes de jeu. Charlene essaie de lui faire comprendre qu'il a un problème de jeu, mais Chris dit qu'elle peut partir si elle le veut. Quand leur fils commence à pleurer, Chris quitte la maison furieux. Le lendemain, Vincent et son partenaire font irruption dans un garage pour interroger le propriétaire, qui sert souvent d'informateur. Ils se disputent jusqu'à ce que les détectives le menacent de prison, le forçant à révéler que son frère rencontrera Neil dans un club du quartier de Koreatown ce soir-là, avec une piste possible sur l'affaire. Pendant ce temps, Neil rencontre Kelso, qui lui parle d'un nouveau vol potentiel impliquant la Far East National Bank. L'agence centrale de la banque, située au centre-ville, rassemble de l'argent liquide pour le distribuer aux autres succursales. Certains jours de la semaine, la banque conserve au moins 10 millions sur place. Au début, Neil trouve l'idée mauvaise car les employés déclencheraient rapidement l'alarme, mais Kelso explique qu'il est un hacker et peut désactiver l'alarme 15 minutes avant l'attaque. Neil accepte le travail et Nate contacte Roger pour négocier la restitution des obligations. Quand Neil rentre chez lui, il trouve Chris endormi par terre et appelle Charlene pour lui dire où se trouve son mari. Ensuite, Neil prépare du café. Chris partage les problèmes qu'il rencontre à la maison et Neil soupçonne que Charlene le trompe, mais il nie. Ensuite, Neil parle des prochains boulots qu'ils vont faire. Plus tard, Neil appelle Roger d'une cabine téléphonique pour confirmer un rendez-vous dans un drive-in. En observant les environs, il voit Charlene sortir d'une chambre de motel avec un autre homme. Furieux, il fait irruption dans la chambre et confronte Charlene, la pressant violemment contre le mur. Elle jure qu'elle faisait juste des affaires, mais Neil ne la croit pas. Il lui dit de donner une dernière chance à Chris, car le prochain travail résoudra tout. Si Chris échoue à nouveau, alors ce sera lui-même qui le punira. À Koreatown, Vincent visite le club mentionné par l'informateur et rencontre son frère, qui révèle avoir été en prison avec un homme impliqué dans de grands braquages et qui a été vu récemment dans les rues. Vincent est sur le point de partir par manque d'informations utiles, mais l'informateur révèle que le surnom du type était Slick. Vincent continue de faire pression jusqu'à découvrir le nom de Michael et appelle immédiatement son équipe, qui trouve le
dossier de Michael dans le système. Tous conviennent de mettre en place une surveillance étendue. Dans le drive-in vide, Neil rencontre l'intermédiaire de Roger et il commence l'échange sans sortir des voitures. Cependant, un deuxième homme s'approche furtivement de la fenêtre pour tenter de tirer sur Neil. Heureusement, Chris est caché à proximité pour ce genre de situation et prévient Neil par l'oreillette. Il voit l'assassin dans le rétroviseur et passe la marche arrière, écrasant la jambe de l'individu. Pendant que Neil s'enfuit, Chris commence à tirer, forçant l'autre homme à s'enfuir et à abandonner son partenaire. L'assassin tente de tirer sur la voiture de Neil, mais Neil et Chris tirent en même temps et Neil renverse l'homme. Le chauffeur s'échappe presque du drive-in, mais est touché par Michael. Ensuite, Neil vérifie l'enveloppe du paiement et ne trouve que de vieux papiers au lieu d'argent. Il appelle Roger, annule l'accord et promet de le tuer. Ce soir-là, Neil et ses amis dînent avec leurs femmes et leurs enfants, sans savoir qu'ils sont surveillés par la police. Les policiers reconnaissent Chris et Michael d'autres affaires, mais n'identifient pas Neil. Pendant ce temps, Wayne Grow est dans un motel avec une professionnelle. Après la passe, il révèle qu'il est le tueur en série connu pour s'attaquer aux prostituées et la tue rapidement. Quelques instants plus tard, la police enquête sur la scène de crime et Vincent doit empêcher la mère de la victime de s'approcher du corps. La femme s'effondre et Vincent la réconforte du mieux qu'il peut. Quelques nuits plus tard, Vincent et son équipe se cachent dans une camionnette près d'un dépôt de métaux précieux. Michael désactive le système d'alarme en grimpant sur un poteau. Pendant que Neil fait le guet, Chris force la serrure et entre pour chercher le coffre-fort. Il utilise des outils pour tenter de l'ouvrir. Lorsqu'un des policiers appuie son fusil contre la paroi de la camionnette, Neil entend le bruit et court vers le bâtiment, les avertissant de partir. Le trio s'en va sans rien prendre et Vincent ordonne à son équipe de n'arrêter personne. Un simple cambriolage ne leur vaudrait que quelques mois de prison et ils préfèrent les attraper pour quelque chose de plus gros. Le lendemain, Vincent et ses hommes localisent l'amant de Charline. Ils l'interrogent pour obtenir des informations. Pendant ce temps, Neil prévient le groupe que la police a probablement mis leur téléphone sur écoute et suggère qu'ils restent discrets pendant un certain temps. Cependant, Chris a désespérément besoin d'argent et le convainc d'accepter le travail de Kelso. Le groupe se rend. Un chantier naval pour faire des plans, tandis que les policiers les observent de loin. Lorsque les criminels partent, les policiers essaient de comprendre ce qu'ils prévoient de faire à cet endroit. Comme il n'y a rien de valeur à voler là-bas, Vincent se rend compte que c'est un piège pour exposer les officiers. Du haut d'une grue, Neil prend des photos de toute l'équipe de police. Ce soir-là, Neil rencontre Nate qui lui donne des informations sur tous les détectives et leurs méthodes. Il partage également les plans du braquage de banque de Kelso et Neil pense que le risque en vaut la peine. Pendant ce temps, Vincent monte à bord d'un hélicoptère de surveillance qui traque Neil. Après un certain temps de vol, il le localise enfin et sort de l'hélicoptère pour monter dans une voiture. Vincent commence à suivre Neil qui s'arrête sur le côté pour paraître moins suspect. À sa grande surprise, Vincent lui dit qu'il devrait prendre un café et l'invite à le suivre. Quelques minutes plus tard, les deux hommes sont dans un dîner à discuter de la façon dont leur vie personnelle souffre à cause de leur travail. Soudain, Vincent dit qu'il n'aime pas tuer, mais qu'il tuerait Neil pour l'empêcher de tuer un innocent. En réponse, Neil affirme qu'il n'hésiterait pas non plus à tirer sur Vincent. Le lendemain, Vincent arrive au poste de police et est furieux d'apprendre que Neil et son équipe ont disparu sans que les agents de surveillance ne s'en aperçoivent. Il s'avère que les voleurs sur le parking de la banque où ils préparent le braquage. Au même moment, Wayne Grow se présente au bureau de Roger pour proposer un marché. Ensuite, Neil emmène Chris et Michael dans un dîner où il reconnaît Donald, un ancien codétenu qui travaille dans la cuisine en liberté conditionnelle. À ce moment-là, ils reçoivent un appel de Trejo les informant qu'il est suivi par la police et ne pourra pas participer au vol. Neil décide alors de proposer le rôle de Trejo à Donald, qui accepte immédiatement. En sortant, Donald pousse son patron au sol pour l'avoir maltraité. Peu après, Neil, Michael et Chris entrent dans la banque par des portes différentes. Lorsqu'ils sont en position, Chris attaque un garde et le ligote, tandis que ses compagnons menacent tout le monde avec des armes pour les garder sous contrôle, désarmant les autres vigiles. Neil assure aux otages qu'ils ne perdront pas un centime, car tout est assuré par le gouvernement. Tant que personne ne bouge, personne ne sera blessé. Ensuite, Neil frappe le directeur et prend sa clé, qu'ils utilisent pour accéder à la chambre forte et remplir les sacs d'argent. Au poste, les détectives reçoivent un tuyau d'un informateur criminel. Ils apprennent pour le braquage de la banque et Vincent et son équipe partent immédiatement. À la banque, Michael sort le premier et monte dans la voiture avec Donald. Ensuite, Chris et Neil sortent et sont repérés par la police à leur arrivée. Neil monte le premier dans la voiture, mais Chris s'arrête à la porte en voyant les détectives de l'autre côté de la rue et commence à tirer. Les civils paniquent et s'enfuient tandis que les policiers ripostent. Michael commence à tirer par la fenêtre et les balles perdues causent des destructions partout. Bientôt, une balle atteint un policier au cou, le tuant sur le coup malgré son gilet pare-balles. Vincent court pour voir son ami et Chris en profite pour monter dans la voiture, permettant à Donald de démarrer enfin. Toutes les vitres du véhicule explosent car la fusillade continue tandis que les policiers poursuivent les criminels à pied. L'équipe n'hésite pas à riposter, mais Donald a du mal à conduire car 2 pneus ont été détruits par une balle. Au milieu du chaos, Donald reçoit une balle dans la tête et la voiture percute un véhicule en stationnement. Neil, Michael et Chris sont contraints
de sortir et trouve la route bloquée par la police. La fusillade se poursuit et d'autres policiers meurent, et plusieurs voitures sont détruites. Les criminels avancent tout en tirant, cherchant toujours un abri et une issue. Michael parvient à abattre un autre détective et finit par se séparer de ses collègues. Chris est le premier à atteindre la barricade policière, mais en se concentrant sur elle, il ne voit pas un policier s'approcher par la gauche et finit par recevoir une balle dans l'épaule. Après que Neil a tué quelques policiers de plus, l'affrontement prend enfin fin. Neil court vers Chris et l'aide à se relever pour s'enfuir ensemble vers le parking d'un supermarché. Quelques policiers survivants les suivent, alors Neil continue de tirer, tuant d'autres officiers tandis que les civils crient de terreur. Vincent essaie de guider les gens paniqués loin des tirs croisés. Comme les policiers sont occupés avec les civils, Neil réussit à mettre Chris dans une voiture et s'enfuit. Pendant ce temps, deux détectives poursuivent Michael, qui effraie les clients d'un restaurant avant de traverser une fontaine. Dans la cohue, un enfant se perd et Michael le prend pour le protéger. Vincent apparaît derrière lui et attend le bon moment pour tirer, tuant Michael d'une seule balle dans la tête. Ensuite, il ramène l'enfant à sa mère. Quand le braquage passe aux informations, la petite amie de Donald apprend sa mort et Charlene se rend compte que son mari a des ennuis. Pendant ce temps, Neil emmène Chris chez un médecin ami qui retire la balle et lui fournit de nombreux médicaments. Chris a la clavicule fracturée mais Neil ne le laisse pas se reposer longtemps. Après avoir échangé ses vêtements sales contre ceux propres du médecin, Neil dit que Nate viendra le chercher pour le cacher. Neil explique qu'il doit trouver un plan d'évasion alternatif car il pense que Trejo a trahi le groupe en donnant des informations à la police. Chris prévient qu'il ne partira pas sans Charlene, mais Neil répond qu'il devra le faire car elle représente un risque. Au même moment, Charlene appelle son amant pour lui demander de l'emmener avec leur fils. Quelques instants plus tard, Neil fait irruption dans la maison de Trejo, l'arme au poing, et trouve sa femme morte sur le lit. Il continue de fouiller la maison jusqu'à trouver son ami en sang sur le sol. Waingro et Roger l'ont forcé à parler à la police. Même avec sa coopération, ils ont tué sa femme. Quand Neil lui raconte cela, Trejo implore sa pitié et était exécuté par Neil avant qu'il ne parte. En chemin, Neil appelle Nate pour confirmer que Chris va bien et obtenir l'adresse de Roger. Pendant ce temps, Vincent et son équipe font irruption dans un appartement et attrapent un homme par le visage. Vincent le jette par-dessus le balcon, puis le saisit par les cheveux, révélant que c'est lui l'informateur qui a appelé le poste avec les détails du braquage. Furieux, Vincent exige de savoir d'où vient l'information et découvre que c'était Waingro. Neil s'introduit dans le jardin de la maison de Roger et le voit regarder la télévision. Il brise la fenêtre avec une chaise pour entrer. Le menaçant avec son arme, il exige de savoir où se trouve Waingro. Mais Roger dit qu'il ne sait pas. Neil répond en tirant plusieurs fois. Comme l'amant de Charlene a passé un accord avec la police, elle et le bébé sont emmenés dans un endroit sûr. Plusieurs policiers la protègent et le détective essaie de la convaincre de collaborer pour arrêter Chris. Au début, Charlene refuse, mais le détective dit que son silence la rend complice et que la prison laisserait son fils sans parents. Charlene accepte alors d'appeler Chris et de fixer un rendez-vous. Neil passe chez sa petite amie et lui demande de s'enfuir avec lui. En réalisant qu'il est l'un des braqueurs, elle sort en courant de la maison. Neil la poursuit et la serre dans ses bras, promettant que tout ira bien. Le matin, il lui donne de l'argent et l'envoie dans un endroit sûr, mais elle refuse de l'embrasser avant de partir. Ensuite, Neil rend visite à Nate pour obtenir de faux passeports, des cartes de crédit et des billets d'avion. Quand il demande des nouvelles de Chris, Nate révèle qu'il est parti retrouver sa femme. Inspiré par cela, Neil décide de revoir sa petite amie et fait un discours sur la solitude, la laissant choisir entre partir seule ou avec lui. Ses paroles la convainquent de s'enfuir avec lui. Le soir, Chris arrive à l'adresse que Charlene a donnée par téléphone et les policiers la font le rejoindre sur le balcon. D'un geste et d'un regard, Charlene parvient à l'avertir que c'est un piège. Chris se retourne rapidement, fait semblant de demander des informations aux voisins et s'en va. Charlene rentre et dit aux policiers que ce n'était pas Chris, mais il ne la croit pas. Une voiture de police bloque la rue et demande ses papiers à Chris. Il en présente un faux et réussit à les tromper. Un Vincent frustré rentre chez lui et est choqué de trouver sa belle-fille inconsciente dans la baignoire. Il la sort immédiatement et la soigne, réalisant qu'elle a tenté de renoncer. Ensuite, il l'emmène à l'hôpital, où lui et sa femme attendent les médecins. Pendant ce temps, Neil conduit avec sa petite amie quand il reçoit un appel de Nate, qui a découvert la planque de Waingro. Après avoir hésité, Neil fait demi-tour et se rend à un hôtel. Il demande à sa petite amie d'attendre dans la voiture. Neil entre par la porte de derrière de l'hôtel et utilise le téléphone des employés. Se faisant passer pour le service d'étage, il obtient le numéro de la chambre de Waingro. Après avoir volé un uniforme, il traverse le hall et monte par l'ascenseur. En arrivant à l'étage désiré, il place une poubelle pour maintenir l'ascenseur ouvert et déclenche l'alarme incendie. Il ne sait pas qu'il y a des policiers dans le bâtiment qui l'attendent et le voient sur les caméras. Ils préviennent Vincent, qui doit laisser sa femme à l'hôpital et se précipiter pour l'opération. Tandis que les clients paniquent en pensant qu'il y a un incendie, Neil frappe à la porte. Il cache son visage du Judas. Waingro entrouvre la porte pour jeter un œil et Neil la défonce d'un coup de pied, le frappant au visage. Après quelques coups, Neil l'exécute par balle. En sortant de la chambre, un policier tente de l'arrêter, mais Neil le met à terre facilement. Alors que les policiers encerclent l'hôtel, Vincent arrive en hélicoptère. Il voit la femme seule dans
dans la voiture et se méfie, s'approchant. Au même moment, Neil sort et voit Vincent arriver. Alors il court dans la direction opposée, abandonnant sa bien-aimée. Vincent le poursuit immédiatement et les deux arrivent à l'aéroport où ils commencent à échanger des tirs. Neil réussit à se mettre à l'abri et attend qu'un avion passe pour que la lumière révèle la position de Vincent. Cependant, Vincent voit l'ombre de Neil et tire le premier. Avant de mourir, Neil tend la main et Vincent accepte de la lui serrer. Pour finir, Hit, film d'action et de drame de 1995. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.